Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ma Ligue 2. Le grand dénouement de cette saison 2020-2021 approche et pour cela, nous recevrons David Filippo du journal 20 minutes pour nous parler du FC Nantes et Julien Balidas de France Bleu Occitanie pour parler du Toulouse FC avant les barrages qui clôtureront cette saison en apothéose pour décerner le dernier ticket pour la Ligue 1 et pour la Ligue 2. On reviendra également dans cet épisode sur le maintien acquis in extremis des Chamois niortais devant Villefranche. Et puis on terminera cette édition, une fois n'est pas coutume, non pas par un quiz, mais par la présentation du livre Confidence de Guy Roux avec son auteur Alexandre Alain qui m'accompagne aujourd'hui. Salut Alex. Salut Dorian, ça va? Ouais, alors garde tes anecdotes sur Giroud et puis tous tes petits moments sympas vécus avec Giroud de côté. Je le disais, on va terminer ce numéro du podcast avec ça. Mais d'abord, on va parler ensemble des Chamois niortais qui se sont maintenus vraiment sur le fil en Ligue 2. Alors on sait que tu as un œil un peu plus particulier sur la JOCR, mais que tu suis évidemment toute la Ligue 2. Qu'est-ce que toi tu as pensé de ce maintien des Chamois? Est-ce que tu les pensais capables de renverser la situation? On le rappelle, ils avaient perdu 3-1 le match aller à Villefranche et ils gagnent 2-0, le score parfait dans les 15 dernières minutes contre Villefranche. Ouais, c'est ça. Tu m'avais demandé au début du match, je les aurais cru capables parce que je trouve qu'il y avait quand même une petite classe d'écart entre Villefranche, qui est une belle équipe, mais en Ligue 2, j'aurais eu peur pour eux parce que voilà, je les trouve encore un peu justes. Par contre, à un quart d'heure de la fin, là, j'aurais pas mis mon PEL sur sur le retour de Niort, même si ça poussait, même si sur le match retour, ils ont été dominateurs, ils ont été supérieurs. Ils s'en sortent vraiment très bien, Niort, mais c'est à l'image de leur saison finalement, où ils ont fait un très bon début de saison, et puis petit à petit, ça descendait, ça descendait, ça descendait, et on se dit voilà, ils vont pas y échapper, quoi. Ça va descendre en National 1, et ils arrivent à accrocher ce barrage et ils se sauvent dans les 10 dernières minutes de ce barrage, dans le dernier quart d'heure. Donc voilà, le job est fait pour Niort, mais les supporters des Chamois ont dû trembler jusqu'au bout. Ouais, justement, les supporters, notamment les ultras niortais qui ont communiqué le lundi, donc au surlendemain de ce maintien, un peu agacé de la gestion du club par Ethan et Michael Hanouna qui sont à la tête du club maintenant. C'est vrai que ça fait déjà plusieurs années que Niort répète le même schéma, c'est-à-dire réussir une bonne première partie de saison. On croit les Chamois à l'abri et puis en deuxième partie de saison, bizarrement, il n'y a plus rien qui répond, les résultats suivent plus. Et cette saison, alors déjà l'année dernière, ils ont eu très très chaud avec l'arrêt des championnats où ils se maintiennent à la différence de but seulement devant Le Mans. Et puis cette saison, ils n'ont pas échappé au barrage. Alors c'est encore la porte de sortie est toujours close pour le moment. Ils ont réussi à la fermer, in extremis avec les barrages. Mais ouais, c'est sûr qu'on attend des Chamois de rectifier ce gros problème qui dure depuis quatre bonnes années maintenant. Ouais, mais là, ils peuvent pas faire plus frôler la relégation que cette année, quoi. Tu l'as dit l'année dernière, différence de Ouais. but. Cette année, les 10 dernières minutes du barrage retour. Il n'y aura pas de troisième chance, quoi. Voilà, là, la C'est troisième chance, c'est pile ou face, quoi. Donc, vaut mieux pas qu'ils continuent leur dégringolade. Mais j'ai un peu peur, même si Sébastien Desabre, après le match, disait que c'était un peu un match fondateur dans l'état d'esprit. On sait que Niort, tu l'as dit, la gestion est pas parfaite. Il y a des joueurs qui vont partir. Papi Mouba va être sollicité. Olivier ouais, Olivier Kemen, Kemen, Valentin Jacob a déjà signé à Dijon, Dylan donc Louis en fin Serre. de contrat. Louis Serre. Donc voilà, tous les joueurs avec une valeur marchande et une valeur sportive risquent de quitter Niort cet été. Donc il va encore falloir reconstruire avec un budget limité, des joueurs assez jeunes. Donc Niort jouera encore le maintien l'année prochaine, et il va falloir montrer autre chose que sur la deuxième partie de saison pour s'en sortir. C'est vrai que le projet de recruter pas mal de jeunes est intéressant en soi. On voit des Boutachi, par exemple. On a vu des jeunes qui arrivent à quand même à tirer leur épingle du jeu dans cet effectif. Mais c'est vrai que Niort va peut-être devoir aussi recruter plus d'expérience pour encadrer tout ça. Moi, je me souviens d'il y a quelques années, mais quand tu avais des joueurs comme Jimmy Roy, comme Mathieu Sens derrière, enfin voilà, il y avait quand même, on sentait quand même pas mal de cadres aussi pour entourer ces jeunes-là qui sont amenés à progresser. C'est peut-être ce qui a manqué un peu. On a vu, par exemple, avec la grosse blessure malheureusement de Mathieu Michel, ça a aussi joué dans les buts derrière. Voilà, quand un Brat, c'est un jeune gardien. On sent que dès qu'il y a quelques absences, ça peut vite mal tourner à Niort.
Donc la construction de l'effectif va être vraiment le gros chantier cet été pour les Chamois. Ouais, c'est sûr, c'est de l'expérience. Il faut amener de l'expérience à cette équipe parce qu'elle en manque cruellement. Et voilà, dans les matchs coup près qu'il y a eu à jouer en fin de saison, ça n'a pas été très bien géré. Là, le match contre Villefranche, même le match aller, à la limite, tu es à 2-1 Ouais, à ouais. l'extérieur, va pas te jeter dans la gueule du loup et en prendre un troisième. Et bam, ce qui arrive, voilà, ils en prennent un troisième. Et là, ils se sont mis en très grande difficulté, alors qu'à 2-1, c'était quand même plus gérable. Donc voilà, il manque de l'expérience à ce groupe. Après, voilà, il y aura peut-être des bons coups à faire au mercato, des joueurs libres Il y a beaucoup de clubs qui expérimentés. dégraissent, qui Exactement. réduisent leurs effectifs. Donc, effectivement, pour un club comme Niort, aller chercher des fins de contrat chez des joueurs qui sont laissés libres, ça paraît être le bon plan, quoi. Ouais, tu peux leur vendre ce projet-là. Voilà, tu es l'ancien, tu viens pour encadrer des jeunes. Une équipe, voilà, il y a quand même quelques promesses. Quand tu as 30 ou 33 ans, tu fais attention aussi au cadre de vie. Niort, c'est une ville plutôt Et puis, sympa, c'est une un région club bien sympa. implanté en Ligue Un 2, quoi. club, voilà, un Ça fait 10 club, ans tu qu'ils sais que sont là. Donc, ça va pas partir en vrille totalement. Donc, non, non, il y a des arguments à faire valoir du côté de Niort pour s'éviter une nouvelle saison galère. et puis pour finir sur les Chamois, petite interrogation aussi sur l'avenir de Sébastien De Sabre. Pour l'instant, on n'a pas eu ni du président ni du coach. Alors il est sous contrat, donc on imagine qu'il va plutôt poursuivre l'aventure avec le maintien. Maintenant, moi je me pose la question, est-ce que le coach aura envie de repartir pour une saison sans trop de garantie? Je pense que après avoir vécu une saison très éprouvante, si j'étais Sébastien Desabre, bah voilà, j'essaierais de voir un peu des garanties sur l'effectif pour la saison prochaine parce qu'effectivement, il risque d'y avoir pas mal de chamboulements. Donc ouais, ce serait bien pour les Chamois en tout cas qu'il y ait de la continuité parce que on a vu Niort dans la première partie de saison vraiment une très très belle équipe et on a vu Sébastien Desabre capable de tirer vraiment de très belles choses de ce jeune effectif. Après voilà, il a manqué de l'expérience en deuxième partie de saison et peut-être qu'à un moment donné le coach s'est un peu à jouer la prudence aussi avec un système un peu plus défensif pour essayer d'accrocher ces petits points qui manquaient pour le maintien. Ils n'y sont pas parvenus à se mettre à l'abri plus tôt dans la saison. Maintenant, c'est une expérience qui va aussi servir au coach, hein, qui a beaucoup, un vrai globe-trotteur, qui a beaucoup entraîné sur le continent africain notamment, mais c'était, on le rappelle, la première expérience chez les professionnels en France. Donc lui aussi, qui est un jeune coach, a beaucoup appris certainement. Donc moi, je pense que ce serait bien que, pour Niort en tout cas, ce serait bien que Sébastien De Sabre continue. Je ne sais pas quel est ton avis, toi, Ouais, ouais, là-dessus. pareil. Je pense que, comme tu l'as dit, c'était sa première saison pro. La Ligue 2, c'est un championnat particulier qu'il faut apprendre à appréhender. Et je pense que cette saison, voilà, va lui servir à la fois dans les hauts qu'il y a eu cette année et dans les bas, voilà, dans la gestion de certains matchs, dans le profil de joueur qu'il faut. Parce que peut-être que lui, il est arrivé, il s'est dit, bah, peut-être Ouais, qu'avec ouais. des jeunes, ça va passer. Et là, il va peut-être se rendre compte, voilà, qu'il faut, comme on le disait un petit peu avant, qu'il va falloir amener un peu plus d'expérience. Donc oui, j'espère que Sébastien Desabre restera à Niort parce qu'il a fait des très bonnes choses en début de saison et qu'on a vu que c'était un entraîneur avec un beau potentiel. Puis humainement aussi, voilà, pour dévoiler un peu les coulisses, on était en contact avec le coach ces dernières semaines. On voulait l'inviter parce que on l'a vu en début de saison, c'est un entraîneur vraiment passionnant comme invité pour parler football, tactique, expérience de vie aussi, et voilà, qui a beaucoup voyagé. Et il m'a toujours dit, bah, on attend que le maintien soit. J'ai pas envie de parler avant que le maintien soit définitivement acquis. Voilà, j'ai envie d'être tranquille entre guillemets, qu'on soit serein. Et je lui avais dit, bah oui, ça se comprend tout à fait. Mais à l'époque, je crois que Niort avait déjà 38 ou 39 points. Bon, il restait 5 ou 6 matchs, donc je me disais que ça allait être sans doute une formalité qui restait plus qu'une victoire à aller chercher. Bon, bah finalement, voilà, le coach aussi a toujours eu cette humilité de dire que le maintien n'était pas acquis, et finalement, il a eu raison de rester en alerte et de mettre en garde ses troupes jusqu'à la fin parce que ça a failli mal finir, mais à aucun moment, voilà, on a eu affaire à Sébastien Desabre qui se disait, oh, on est tranquille, on est serein, on a 39 points. Non, non, jusqu'au bout, il était pleinement conscient que la situation pouvait basculer. Et c'est pour ça aussi que je pense que cette expérience va doublement servir à la fois aux Chamois et à la fois à Sébastien Desabre. En tout cas, on retrouvera donc les Chamois niortais en Ligue 2. Pas Villefranche, c'est dommage. Ils avaient fait une deuxième partie de saison de National 1 exceptionnelle avec 45 points pris en 20 matchs. Hervé Della Maggiore qui est vraiment maudit dans les barrages. Voilà, c'est la troisième désillusion vécue en 4 ans. C'est terrible pour le coach de Villefranche qui avait
vécu 2 relégations avec Bourg-en-Bresse et avec le Gazélec Ajaccio, et cette fois qui a manqué l'accession à 10 minutes près. Donc on pense évidemment au coach qui mérite quand même d'avoir un peu de réussite dans ces barrages. On souhaite à Villefranche et au coach pourquoi pas d'essayer de monter directement en surfant sur cette belle saison la saison prochaine. Et puis on va surveiller la DNCG, puisqu'on rappelle que si un club dépose le bilan en Ligue 1 ou en Ligue 2, il y a quelques clubs en difficulté, ce serait Villefranche, le premier repêché en qualité de perdant de barrage. Et ensuite, ce serait Chambly. S'il y a jamais il y a deux clubs qui déposent le bilan, ce serait d'abord Villefranche et ensuite Chambly, puis ensuite Châteauroux, si vraiment là, ce serait. Mais bon, on n'espère pas qu'il y ait autant de catastrophes industrielles de ce côté-là. Merci beaucoup, Alex, pour ton regard sur les chamois. Et on poursuit notre émission avec le grand dossier du barrage qui arrive à grands pas jeudi et dimanche pour savoir qui évoluera en Ligue 1, qui évoluera en Ligue 2, le dernier ticket la saison prochaine entre Toulouse et l'UFC Nantes. Pour nous parler des Violets, nous sommes avec Julien Balidas de France Bleu Occitanie. Salut Julien. Salut à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis pour parler du FC Nantes avec David Filippo de 20 minutes qui suit donc de très près les Canaries. Bonjour David. Bonjour tout le monde. Pareil, merci beaucoup à vous deux d'être avec nous. Alors, on va peut-être honneur au club de Ligue 1 et à David parce qu'on connaît un peu moins forcément Nantes que Toulouse. Même si on a suivi un peu la saison des Canaries, on a un peu moins de détails. Donc, David, est-ce que c'est une surprise ou pas de voir Nantes finir barragiste au vu de cette saison, ou est-ce que le club s'attendait à se maintenir directement? Alors, en début de saison, au regard de l'équipe, si on regarde sur le papier, non, on ne s'attendait pas très clairement. Pour tout vous dire, entre journalistes nantais, on fait des pronostics en début de saison. Je pense qu'il n'y en a aucun, on est au moins une vingtaine, qui a mis le FC Nantes 18e. On les voyait davantage entre la 10e et la 15e ou 16e place, mais pas 18e. On ne s'attendait pas à une saison aussi catastrophique. Après, si on juge la saison, au regard de la saison des Canaries, avec tout ce qui s'est passé, je vous rappelle, Gourcuff viré, Patrick Collot qui assure 4 matchs, Raymond Domenech, incroyable parenthèse avec Raymond Domenech, ça a été un fiasco total. Puis ensuite, Camboiré qui a quand même redressé la barre. Au regard donc de la saison, on n'est pas surpris par cette 18e place de barragiste. Il ne faut pas oublier que entre 15 et 20 journées, le FC Nantes a été entre la 17 et 18e place. Donc, même 19e à un moment donné. 19e même à un moment, effectivement. Ouais. On a craint même à un moment donné, avant le redressement avec Antoine Camboiré, une relégation. Ils reviennent de loin finalement. Il y a encore un mois, à la mi-temps de Strasbourg-Nantes à la Méno, il y a 1-0 pour Strasbourg. Moi, je me souviens avoir tweeté, ça y est, c'est fini pour le FC Nantes, c'est la Ligue 2. Enfin, sincèrement, on ne les voyait pas remonter la pente. Et puis, il y a eu cette remontada, je dis bien, et pas remontada de 4 victoires. Vous voyez, il m'a marqué. Hein, on imagine que ça a dû être un régal, les conférences de presse. Oui, c'était donc 4 victoires d'affilée avec énormément de buts marqués. Et puis, malheureusement, pour les supporters nantais, enfin, pas pour tous que certains veulent la Ligue 2, mais malheureusement, pour certains, il y a eu cette défaite contre Montpellier dimanche. Donc, Nantes 18e qui affrontera Toulouse. Toulouse, Julien, qui savait qu'ils allaient terminer 3e avant même le dernier match. Ils en ont profité, ils ont fait un peu tourner, souffler quelques cadres. On rappelle que Toulouse a été grandement touché par la Covid en plein sprint final, et c'est peut-être ce qui a coûté aussi quelques points décisifs dans cette lutte. Donc c'est un Toulouse qui est vraiment qui est armé depuis quelques semaines déjà à disputer. Enfin, il y avait ce play-off déjà contre Grenoble qui a été brillamment remporté 3-0, et puis voilà, tous les esprits étaient déjà tournés vers le play-off et les barrages. Oui, maintenant Toulouse sera prêt exactement. Il y a eu cet épisode Covid. Aujourd'hui, tous les joueurs, tous les membres du staff ont eu le Covid. Depuis le début de la saison, il n'y en a pas un qui est passé entre les gouttes. Donc, il y a eu cet enchaînement de matchs tous les 3 jours, les fameux matchs reportés aussi. Il y a eu le parcours en Coupe de France. Toulouse est allé assez loin, donc il a fallu aussi gérer. Et ça a fait du bien, de préparer Dunkerque, le déplacement un petit peu pour du beurre sur la J38. Là, ils ont vraiment eu 6 jours pour préparer Grenoble et encore 6 jours pour préparer ces
cette double confrontation face au FC Nantes. Et tous les joueurs sont revenus désormais en pleine forme. Le dernier en date, c'était Daiber Machado, le latéral colombien. En plus, c'est le seul poste qui n'est pas trop doublé à Toulouse, donc il est très important dans le dispositif. Aujourd'hui, vraiment, Patrice Garande est hyper serein au niveau de l'état de forme physique des joueurs. Et puis, vu l'engouement en plus qu'il y a autour de ce TFC cette saison, ils sont déterminés. Damien Comolli, au premier jour, à son arrivée au mois de juillet, il disait on veut la Ligue 1, ils sont en plein dedans là. C'est vrai que ça, Alex, ça pouvait paraître prétentieux quand un club descend. Par expérience, nous, chez Ma Ligue 2, on sait toujours que c'est piégeux de vite se positionner comme un candidat d'office à la remontée. C'est un pari, pour le moment, qui en prend le chemin. En tout cas, ils sont sur la bonne voie. Ça, c'est déjà fort. Ouais, c'est sûr que la première conférence de presse de Damien Comolli, je me suis dit, là, il coche toutes les cases. Tout ce qu'il faut pas faire, il le fait. C'est-à-dire, tu affiches trop tes ambitions. Tu dis, on a le premier budget, on va finir premier, machin. Enfin, il y a plein de trucs. D'autres clubs qui descendaient de Ligue 1 se disent légitimement. Enfin, c'est un peu normal. Tu es un club qui descend de Ligue 1, tu dis, bon, on va remonter directement. Et Toulouse, là, pour le coup, a assumé son rang, en tout cas jusque-là. Donc, voilà, ça va être très, très intéressant ce match. Moi, Julien, je voulais te demander comment tu sens un peu cette équipe de Toulouse, notamment défensivement, parce que David l'a dit, Nantes marque beaucoup de buts en ce moment. Il y a quelques joueurs, moi, sur lesquels j'ai des doutes, notamment de Wast en défense centrale. Est-ce que tu les sens capables d'être solides contre une équipe de Ligue 1 plutôt bien armée offensivement? Moi, j'aurais plus de doutes avec Ruben Gabrielsen, par exemple. Moi aussi. Le capitaine toulousain. Alors, le TEF a pris beaucoup de buts sur coup de pied arrêté sur la première partie de saison. Ça a été vraiment le gros point noir. Patrice Garande engueulait les mecs à longueur d'entraînement pour dire que c'était pas possible de prendre des buts comme ça. Ça s'est largement amélioré. Et même au fil de la saison, Ruben Gabrielsen, c'est le capitaine. L'après-Ligue 1 a été compliqué pour lui, contrairement à des Calvin Amiand ou des Steven Moreira qui ont parfaitement rebondi et qui ont vraiment porté la défense du TEF. Après, en défense centrale, c'est vrai qu'il y avait quelques soucis. Moi, je trouve que Sébastien De Wast, alors son premier match à Caen, il arrive, il nous fait une boulette mentale, et puis bienvenue au TFC. Mais en fait, derrière, c'est lui le patron aujourd'hui. C'est lui qui s'est imposé sur le terrain. Avec le huis clos, en plus, ça aide, mais c'est celui qui parle le plus, celui qui crie le plus, qui fait remonter sa défense, qui est hyper utile. Donc, le point faible du TFC cette saison, c'est la défense. Après, sur ce qu'on a vu ces dernières semaines, quand même, c'est beaucoup plus solide. Et puis, le facteur très important, c'est Maxime Dupé. Maxime Dupé, c'est dans le trio des joueurs qui ont porté le TEF cette saison avec Amin Adli et au milieu de terrain, Brert de Jagereux. Maxime Dupé, 16 clean sheets quand même cette saison. Il a joué 37 matchs et il est énorme derrière. Alors en plus contre son club formateur, on imagine que ce sera particulier, mais avec Dupé dans les buts, tu peux même parfois te permettre quelques erreurs. Après contre une Ligue 1, il faudra éviter quand même. Alors, duel de gardiens d'ailleurs, puisqu'Alban Lafont, lui, le gardien de Nantes, va retrouver Toulouse. Donc, c'est vraiment les deux destins croisés entre Alban Lafont et Maxime Dupé. On a parlé de l'état de forme donc de Toulouse, où visiblement tout va bien. Du côté du FC Nantes, alors la conférence de presse d'Antoine Comboiré est après le podcast, donc on n'a pas forcément les toutes dernières infos. Je ne sais pas si Antoine Comboiré d'ailleurs livre les infos médicales ou pas en conf de presse, mais en tout cas, quel est l'état un peu de forme des Nantais du coup avant d'aborder ce barrage selon toi? Il y a juste un doute manifestement sur l'Espagnol Chirivella qui joue donc au milieu, mais je pense qu'il devrait être présent. On le saura, comme tu disais, je pense, parce que oui, Camboiré nous dira s'il est OK ou pas, normalement. Donc, il n'y a pas, autrement, l'équipe est au complet. Après, c'est davantage sur le plan psychologique. Dans quel état est cette équipe? Camboiré l'a dit dimanche soir en conférence de presse après la défaite contre Montpellier 2-1. Certains se voyaient très clairement en vacances. Au lieu d'avoir la petite pluie fine nantaise là, que j'aperçois derrière la fenêtre, ils seraient peut-être en ce moment, ces joueurs, dans le sud de la France. Je pense que certains avaient prévu des vacances dans le sud. Il va faire beau demain, je vous rassure. Hein, il n'y a pas que. Voilà, et donc voilà, c'est l'état psychologique de ce groupe. Alban Lafont, Colomboigny devait partir avec l'équipe de France Espoir. Ils ne partent pas et ils ne feront pas l'Euro Espoir. Ils ont été remplacés. Simon était attendu en sélection. Il n'a pas pu partir. Voilà. Mais visiblement, et on peut compter, je pense, sur Antoine Camboiré qui a déjà connu les barrages avec Dijon. On peut compter sur lui pour remettre les têtes à l'endroit, comme on dit. C'est vrai que c'est de l'extérieur, c'est un
un peu surprenant de voir Nantes sur une série de 4 victoires d'affilée, et malheureusement chuter au moment, parce que même un match nul les maintenait, quoi. Oui, complètement. Et c'est là où certains peuvent en vouloir à Antoine Camboire, qui franchement fait du bon boulot, même du très bon boulot depuis qu'il est arrivé, mais je trouve qu'il a fait peut-être une petite erreur dimanche soir à la 75e. Il y a un partout. Il fait un changement et il passe de 4-4-2, il passe en 4-3-3. Il fait rentrer Girotto qui est au milieu du terrain en sentinelle. Il fait sortir 2 attaquants et il envoie un message, à mon sens, à ses joueurs. Le message, c'est les gars, maintenant, on bétonne, il faut rester sur le 1 partout. Moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, vous êtes au courant que le PSG, vous êtes au courant des scores sur les autres stades? Il me dit non, je ne suis pas au courant. Et je lui dis, c'est quand même assez surprenant. Il y a 3 minutes avant votre changement, Mbappé donne le 2-0, fait le break à Brest. Et là, il finit par avouer, oui, le staff m'a dit, ça serait intéressant pour nous de conserver le 1 partout. Donc, il était bien au courant du résultat. Bon, voilà, c'est une petite anecdote sur le match, mais qui n'est pas si anecdotique que ça. Je pense que ce choix a perturbé un peu l'équipe. Et comme par hasard, 30 secondes après, Andy Delors a marqué le but du 2-1 et le but de la victoire de Montpellier. Alors, justement, David, pardon, tu parlais de la façon dont dont Antoine Comboiré fait jouer son équipe. Il a l'étiquette d'un entraîneur assez défensif qui demande à ses joueurs d'aller au combat, d'aller au massif. Mais je trouve que depuis qu'il est à Nantes, et ça se traduit un peu en chiffres, il fait jouer son équipe, rien qu'un milieu. Il y a Louza, il y a Chirivella, il y a Ludovic Blas, c'est quand même tous des joueurs de ballon. Il joue avec 2 attaquants. Tu t'attendais, toi, à ce que ils viennent et il ait cette philosophie-là pour sauver Nantes, alors que d'habitude, un entraîneur qui vient sauver une équipe, c'est plutôt le contraire. On commence par bétonner et on essaie de gagner des matchs plus petitement. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est d'ailleurs ce que j'avais écrit. J'avais préparé un papier sur Camboiré s'il y avait maintien. Alors le papier, je le mets de côté. C'est un peu ce que j'écris dans ce papier. D'ailleurs, lors de la première conférence de presse, lorsqu'il est intronisé, on lui parle de opération commando et moi, ça m'a un peu surpris. Il a refusé d'utiliser ces termes. Je pense qu'on s'est beaucoup moqué de lui finalement quand il était à Dijon et surtout à Toulouse, je crois. Je me souviens même dans Bande de Conf sur Canal, on lui mettait un casque de soldat et c'est vrai qu'il avait un discours qui reposait sur des termes comme guerrier, combat. Et depuis qu'il est à Nantes, je suis d'accord avec toi Alexandre, c'est pas du tout le cas. Et alors, lorsqu'il est arrivé, il a quand même mis une équipe. Il y avait par exemple Abdoulaye Touré qui était titulaire, c'est un joueur plutôt défensif. Donc au début, on ne peut pas dire que c'était non plus tout pour l'attaque, mais il y a 1 mois et demi, effectivement, il a changé un peu de dispositif. Il a même joué à 5 défenseurs à une époque au Parc des Princes. Ça avait bien marché parce qu'ils avaient gagné les Canaries de buts à 1. Mais effectivement, depuis un mois, un peu plus d'1 mois, il est passé en 4-4-2 ou 4-2-3-1 avec Koulibaly. Ça a surpris tout le monde devant. Et surtout, tu l'as dit, 2 joueurs, deux éléments très joueurs comme Chirivella et Louza, qui étaient des joueurs alignés par Gourcuff, d'ailleurs en début de saison, mais ça n'avait pas marché à ce point. Donc c'est effectivement une équipe finalement assez offensive avec Kolo Muani, Blas, Simon et Koulibaly, qui a beaucoup de détracteurs à Nantes, mais qui a quand même mis 3 buts en les 3 matchs avant Montpellier, 3 buts en 3 matchs. Donc oui, je suis un peu surpris par Camboiré depuis son arrivée. D'ailleurs, depuis qu'il est à Nantes, Nantes est 7e de Ligue 1, hein, faut pas l'oublier, c'est quand même pas rien. Voilà. Bon, Julien, du côté de Toulouse, pas de surprise, 3-5-2 3-5-2, le grand classique de Patrick Garou depuis le début de la saison. Il y aura 0 surprise. Manu Koné, qui au départ, en milieu de saison, bataillé au milieu avec Van den Bomen pour cette 3e place aux côtés de Spearings et de Jagereux. Depuis des semaines, il marche sur l'eau. Manu Koné, ce sera son dernier match au Stadium avant de partir à Gladbach. Les Pichouns, ils ont envie de briller, ils ont envie d'envoyer leur club de cœur en Ligue 1. Et puis la question toujours qui divise les supporters, c'est qui mettre à côté d'Aminati devant, entre Bakun Bayo et Rhys Ili. Les deux sont pleine bourre, en pleine forme. Ili qui met un triplé à Dunkerque sur la J38, Bayo qui marque aussi dans tous les sens. Après, c'est des problèmes de riches, là, pour le coup, pour Patrice Garand, de pouvoir faire rentrer un de ces deux-là à l'heure de jeu. Et puis surtout, les supporters attendent de pied ferme Antoine Camboiré aussi à Toulouse, parce qu'on parlait d'un Camboiré offensif à Nantes. Nous, on n'a pas connu ça il y a 1 an, ça s'est très mal passé. 13 matchs, 11 défaites, et ils l'attendent de pied ferme.
Beaucoup de retrouvailles, ouais, c'est vrai, entre les gardiens, entre le coach Antoine Comboiré, ça va être aussi des duels à suivre. Alors, on va se projeter. Denis Sapia aussi avec Patrice Garande. Ouais. Ouais. Et Bertucci, qui était encore l'adjoint de Garande Ouais. il y a quelques semaines, hein, et qui est maintenant l'adjoint d'Antoine Camboire. Il va peut-être pouvoir filer quelques tuyaux Ouais, à Camboire. ça va être. Exactement. En tout cas, oui, pour la préparation du match côté Comboiré, ouais, il n'y a vraiment pas de surprise. Toulouse, le système est très connu. On va se projeter un peu. Est-ce que ce serait plus catastrophique pour Toulouse de ne pas réussir tout de suite à remonter ou pour Nantes de descendre du coup? Alors, pour Toulouse, Damien Comolli essaye à chaque fois d'éteindre un petit peu la chose en disant que si on doit mettre 2 ans à remonter, c'est pas si grave, ce sera pas dramatique de ne pas monter. Mais vu la saison, quand Ouais. on sait en plus, on a des exemples hein, avec Lens, Auxerre ou autres qui ont mis des années parfois à remonter, qui galèrent un peu. Euh, pour Toulouse, quand même, vu la saison, avec les supporters aussi, c'est ça le plus fort en fait cette saison au TFC. On avait un club qui depuis 10 ans était, mais avec les supporters, l'ambiance était catastrophique. Quoi. Il n'y avait plus rien, plus d'âme dans ce club. En à peine une saison, ils ont réussi à remobiliser tout le monde. On voit que tous les soirs de match sous le stadium, sous le pont du stadium, c'est la folie. Les gens adorent Comoli. Donc, je pense que ça ferait quand même très mal, parce qu'il y a énormément d'espoir et parce qu'ils sont à 180 minutes de cette remontée, même si du côté du président et de la direction, ça changera pas grand-chose parce que les nouveaux actionnaires, Redbird, Capital Partners, donc le fonds américain arrivé l'été dernier, ça changera rien. Ils vont s'installer quand même au moins quelques années à Toulouse. Après, il y a aussi l'impact sur l'effectif la saison prochaine, parce qu'il y a des joueurs. On parle de Brert de Jagereux. Pour moi, c'est l'homme incontournable cette saison à Toulouse, le Belge en milieu de terrain. S'il y a Ligue 1, l'option d'achat est levée et tu t'appuies sur un excellent joueur pour être en Ligue 1 la saison prochaine. Avec la Ligue 2, ce sera sans doute beaucoup plus compliqué et au niveau du mercato cet été également. Donc pour Toulouse, quand même, je pense que ça ferait un petit peu mal de ne pas monter. Ouais, ils ont vraiment cet objectif-là. Ils sont pas du tout pour terminer dans la peau du petit de Ligue 2 qui va devoir faire un exploit face au 18e de Ligue 1. Ils sont vraiment en mode, que ce soit n'importe qui en face de nous, il faut qu'on soit en Ligue 1 dimanche soir. Du côté de Nantes, du coup, David, comment peut-être. Déjà, petite remarque, alors effectivement, à Nantes, il n'y a pas du tout la même union sacrée hein, derrière le Ouais. club. Bah ouais. Il y a des supporters autour du stade avant les matchs, mais c'est davantage pour protester contre la direction et contre surtout Valdemar Kita. Donc, excusez-moi, j'ai reçu un message et j'étais un peu troublé. Donc oui, non, mais ça serait quand même une catastrophe, évidemment, pour le club. Hein. Après, certains pensent que s'il y a Ligue 2, et certains l'espèrent, il y aura peut-être départ de Valdemar Kita, mais dans quel état, s'il y a Ligue 2, dans quel état va laisser le club, va laisser le FC Nantes, Valdemar Kita, c'est vraiment une question qu'on se pose. Après, on sait la difficulté, Nantes l'a connue, hein, lorsque vous êtes en Ligue 2, de remonter. Nantes a quand même passé 5 saisons à galérer pour remonter pendant 5 saisons. C'était, je ne sais même plus quand, ils sont remontés en 2014, je crois, 2009, 2014, ouais, ou 2013. Donc, non, ça a été vraiment très, très long, 4 ou 5 saisons. Donc, les gens sont un peu partagés, en fait. Les gens se disent, s'il y a Ligue 2, il y aura peut-être départ de Valdemar Kita, donc on est prêt à accepter la Ligue 2. Ouais. Il y en a d'autres qui disent non, c'est trop galère. Après, on parle aussi d'une dette abyssale. Ouais. S'il y a Ligue 2, on parle de 70-80 millions. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions se posent. D'ailleurs, qui est maintien ou relégation de toute façon mais la relégation n'améliorerait pas les choses avec moins de droits TV forcément pour le budget la saison prochaine. Et puis, messieurs, surtout que la saison prochaine, normalement, on se dirige tout droit vers 2 montées maximum, voire une montée et un barrage. C'est ce qui est en train de se négocier à la LFP entre les représentants des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc, effectivement, que ce soit pour Toulouse en cas de non-montée ou pour Nantes en cas de descente, pour remonter la saison prochaine, ça va être très 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 compliqué avec le passage prévu de 18 clubs en Ligue 1 en 2022 du coup. Donc effectivement, gros enjeux. Sur ce barrage, je ne sais pas si Alex, tu as une dernière question. Non, tout est très clair.
On va pas jouer au jeu des pronostics ensuite parce que ça va être difficile de se mouiller. Non, honnêtement, moi je suis incapable de voir un favori. Je trouve que Toulouse a autant d'armes que non. C'est peut-être le premier barrage je sais pas toi Alex ce que t'en penses, mais qui me semble le plus équilibré depuis l'instauration des barrages et playoffs. Je trouve que c'est vraiment peut-être l'un des plus équilibrés. Il y avait eu 3 Lorient avec l'accession de 3 du coup il y a 4 ans, mais il n'y avait pas eu de barrage. C'était il n'y avait pas eu de playoff, pardon, c'était qu'un barrage. Là, depuis l'instauration des playoffs, etc., j'ai le sentiment que vraiment Toulouse arrive avec toutes ses forces vives, assez reposé parce que les matchs ont été assez espacés. Donc, difficile de se prononcer. Je ne sais pas si toi, Alex. On m'a quand même dit qu'avant la défaite de Nantes à Montpellier, je ne sais pas si Julien va confirmer, mais les Toulousains voulaient quand même éviter le FC Nantes, qui restait sur 4 victoires, qui restait sur une bonne spirale. Est-ce que c'est vrai, Julien, un petit peu? Forcément, parce que oui, il y avait cette dynamique et ces 4 victoires consécutives. Tout le monde voyait Nantes se maintenir et on s'attendait plus à avoir un Brest ou un Lorient débarquer au stadium jeudi. Après, moi, je suis pas sûr que j'aurais préféré jouer Brest que le FC Nantes, même si ça a remonté un petit peu ces dernières semaines avec Congoiré. Ça plante des buts, certes, mais Brest, le jeu faisait peur aussi du côté de Brest, même si ça coulait un petit peu depuis 2 mois du côté du Stade brestois. Donc, moi, j'imagine que pour Nantes, enfin pour Toulouse, c'est peut-être un bon client quand même le FC Nantes malgré tout, parce que tu l'as dit David au début du podcast, mais l'état d'esprit quand on a des joueurs qui ont déjà réservé presque leur semaine en vacances dans le sud de la France, se remobiliser, se remettre dedans, alors que le TEF, ils sont au taquet, ils pensent qu'à ça que depuis 2 semaines, depuis le match nul contre Pau, le match en retard le mercredi soir au stadium. Donc, je pense que ouais, ça peut être disputé si Toulouse arrive à être solide défensivement, parce que c'est ce qui pêche un peu malheureusement, avec le but à l'extérieur qui peut compter en plus. Ce sera important ce premier match jeudi soir. Et puis il y a un terme qu'on entend beaucoup à Nantes, c'est le terme karma en ce moment. Der Zakarian qui envoie finalement avec Montpellier le FC Nantes, et Kita surtout, Kita parce que la relation était délétère entre les deux, donc qui envoie Nantes en barrage. Et là, pourquoi pas Maxime Dupé, qui n'a pas toujours été peut-être traité à sa juste valeur par son club formateur. Certains commencent à dire, et si Dupé aussi au but, puisqu'il peut y avoir des tirs au but d'ailleurs. Si Dupé va peut-être sortir 2 grands matchs. Il y a aussi l'histoire qu'en parlait Julien Camboiré, ça s'est mal passé à Toulouse. On a ce terme karma qui revient beaucoup à Nantes. Et puis Nantes, j'ai envie de dire, ça serait une juste récompense, entre guillemets, de toutes les conneries faites par la direction du FC Nantes depuis des semaines et des semaines, des mois et des mois, des années et des années, que cette descente en Ligue 2. Bon, en tout cas, évidemment, même si nous, chez Mike 2, on serait heureux de retrouver le FC Nantes, ce club historique, on ne va pas souhaiter au FC Nantes de perdre ce barrage. Et que le meilleur gagne, tout simplement. Julien, David, un grand merci pour ces éclairages sur vos clubs, sur les clubs que vous suivez respectivement. C'était très intéressant. Et puis, on va pouvoir se régaler jeudi et dimanche, barrage aller, barrage retour, Ligue 1, Ligue 2, à suivre évidemment sur maligue2.fr, sur France Bleu Occitanie, sur 20minutes.fr. Et merci Alex également. Merci à vous, messieurs. Et on passe tout de suite à la dernière partie de l'émission. On termine cette émission. Pas de quiz aujourd'hui puisque Laurent et Philippe nous ont fait faux bond. Beaucoup de travail de leur côté aussi. Donc, pas de quiz aujourd'hui parce que je vais pas te poser des questions tout seul, Alex. Mais par contre, en revanche, un très beau thème qui va parler évidemment à tous les supporters de la JOCR, mais également du football en général, puisqu'on a tous grandi un peu avec l'épopée de la JA sous les ordres de Giroud, puisque tu es l'auteur, Alex, du livre Confidence de Giroud, qui est sorti le 19 mai, donc très récemment, la semaine dernière. Donc, on est ravis de t'accueillir, comme toujours dans le podcast, mais d'autant plus aujourd'hui pour nous parler de ce beau projet que tu as sorti avec Giroud. Est-ce que tu peux déjà nous raconter un peu la genèse de ce bouquin ? Alors en fait, j'avais écrit un premier livre sur Jürgen Klopp avec la maison d'édition qui s'appelle Talent Édition.
Et j'allais chercher mes exemplaires de clopes une fois que le livre était sorti. Et l'éditeur me dit, ah, mais t'es pour qui, toi, au fait, comme club, hormis Liverpool? Je dis, bah, moi, je suis Auxerrois, je suis né dans Lyon et tout. Il dit, ah, bah, faudrait qu'on fasse un livre avec Giroud, alors. La Je dis, oui, légende. mais exactement, la légende, le seul Auxerrois qu'ils connaissent, hein. C'est ça. C'est normal. Et du coup, je dis, oui, enfin, Guy, il a déjà fait des livres. Bon, c'était il y a longtemps, mais je ne sais pas si ça l'intéresserait. Et il dit, bah, on va l'appeler. Du coup, il l'a appelé tout de suite. Je n'étais pas préparé. Il dit, oui, Guy, est-ce que, voilà, je suis éditeur, machin, je suis avec un journaliste qui vous a bien suivi. Est-ce que vous voulez refaire un livre? Et il a mis une petite semaine pour réfléchir. Et puis, il nous a rappelé. Il a dit, oui, j'ai encore plein de choses à dire, des choses que je n'avais pas racontées, des sujets d'actualité. Donc c'est parti. Et est-ce que Giroud te connaissait déjà un peu ou pas du tout? Pas du tout, non. Pas Enfin, du moi, tout. je l'avais vu, voilà, Ouais. à la Baie des Champs des dizaines de fois, mais il me connaissait pas du tout. Enfin, non, non, c'était jamais rencontré dans un cadre professionnel, quoi. Surtout, ce qui était compliqué, c'est que c'est tombé la période d'écriture et de rencontre en pleine période de pandémie. Donc, enfin, c'est pour Giroud qui ne te connaissait pas du tout. Comment ça s'est passé? Parce que le but du coup, Confidence, c'est que Giroud livre voilà plein d'anecdotes, des connus, des beaucoup moins connus, du passé aussi, un peu du présent. Se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. D'autant plus en cette période de pandémie, ça a dû être compliqué. Comment ça s'est passé au début alors? C'est ça, ouais. La première fois que j'ai rencontré Guy, c'était pour lui amener le brouillon du livre et il avait juste à relire, quoi. Donc, sinon, ça s'est passé par FaceTime. Et Guy, technologiquement, Ah oui. il est au point sur FaceTime. Donc, tous les mardis, il mettait sa tablette et on s'appelait 2 ou 3 heures. Et moi, je choisissais un thème que je lui disais un petit peu en avance pour qu'il puisse réfléchir à ses anecdotes et ce qu'il voulait dire dessus. Et puis, le mardi, on s'appelait, je lui posais des questions et après, voilà, il me racontait un petit peu tout ce qu'il avait envie de me dire. Donc, voilà, toutes les semaines, on s'est parlé de octobre à avril jusqu'à la fin de la rédaction du livre, quasiment toutes les semaines. On a juste fait une petite pause à Noël, mais sinon, du coup, bah, voilà, une petite relation s'est installée. C'est sûr qu'au début, Oui. c'était Ouais. plus froid, mais après, voilà, on se connaissait À mieux, force, quoi. c'était le petit rendez-vous hebdomadaire, quoi, le petit truc Exactement, ouais. En sympathique. confinement, en plus, voilà, Ouais, on ouais. parlait pas à grand monde. Donc non, non, je pense que ça lui faisait plaisir aussi. Donc Giroud très connecté, hein, c'est Ouais. l'information. Mm. Giroud, voilà, on va pas trahir de ses crédages, mais voilà, et c'est beau aussi de voir. Bientôt 83 ans, ouais. Bientôt 83 ans, et c'est beau de voir aussi que bah, c'est possible par FaceTime Ouais. de pouvoir nouer une vraie relation finalement qui part un peu de zéro, surtout que dans ce beau projet. Est-ce que vous parliez un peu de la saison aussi actuelle de la GIA ou est-ce que non, c'était On en vraiment parlait plus un petit peu, positif? ouais, en off, quoi. Pour moi, ma Ouais, curiosité, je lui demandais ce qu'il en pensait, surtout à la fin où il pouvait retourner voir des matchs une fois ouais. qu'il était vacciné, il pouvait retourner voir les matchs, mais il regarde tous les matchs de la GIA. Après, il veut pas trop en parler parce qu'il veut pas Ouais, gêner ouais. ni donner son avis sur le travail Bah, de. on se doute que la moindre parole de Giroud Voilà, voilà, c'est ça, a ouais. un impact fort à Auxerre encore. C'est ça. Il dit qu'il a appelé Jean-Marc Furlan 4 fois dans l'année. Il m'a dit 2 fois après une victoire, 2 fois après une défaite. Comme ça, il n'y a pas de. Il veut pas que ses propos Ouais. soient mal interprétés, mais il regarde encore tous les matchs de la GIA. Donc, ouais, il a vu toutes les équipes de Ligue 2 2 fois. Et puis, il va au stade à la Baie des Champs depuis qu'il est vacciné. Alors, du coup, j'ai envie de dire, se dévore le livre? Il y a une espèce de chronologie dans le sens où on part des anecdotes des plus anciennes aux plus récentes. Est-ce que c'est par thème, par exemple, la JOCR? Il y a aussi un bref passage au RC Lens aussi, Ouais, où ouais. tous les supporters du Racing s'en souviennent, où malheureusement, C'est mal passé. Ouais. ça s'est pas passé comme les supporters et Giroud l'auraient espéré. Donc, comment ça se construit un peu ce bouquin? En fait, plutôt par thème. Bon, il y a évidemment son arrivée, son enfance au football, son arrivée à la GIA. Après, j'ai essayé de faire des thèmes, voilà, le recrutement, la gestion humaine, son rapport, son trio avec Gérard Bourgoin et Jean-Claude Hamel. Et après, on parle aussi d'autres choses. Par exemple, le cyclisme, c'est un passionné de cyclisme. Donc, il y a un chapitre consacré au cyclisme, un chapitre consacré au Chablis, voilà, dont il était l'image pendant très longtemps, un chapitre sur la politique. Et puis, donc ça, c'était avec Guy. Donc ça, c'est les propos de Guy. Et puis moi, entre chaque chapitre, j'ai essayé d'appeler des gens en rapport avec le chapitre. Donc, par exemple, pour le recrutement, j'ai appelé Enzo Schifo, qui avait été recruté par Guy alors qu'il était une star à Bordeaux et une star en équipe de Belgique et qui était venu à Auxerre. C'était complètement improbable à l'époque.
Sabri Lamouchi. Pour le chapitre sur les médias, il y a un grand chapitre sur les médias parce qu'il était consultant depuis 1984. Il y a Hervé Matou qui fait un beau témoignage. Robert Wurtz pour l'arbitrage, un viticulteur de Chablis, un homme politique. Donc voilà, c'est par thème plutôt. On peut lire juste le chapitre sur les médias si on veut. Et après, il y a juste le petit témoignage d'Hervé Matou que moi j'ai apporté en plus. D'ailleurs, quand tu parles du Chablis, il y a cette photo mythique, notamment relayée par notre ami Nicolas Fillon de France Bleu Auxerre, où il y a Guy sur sa terrasse avec son bonnet, son petit verre de Chablis au soleil. Voilà, c'était sur la fin du coup, quand vous relisiez ensemble un peu les. Exactement, ouais. C'était les bons moments là depuis qu'il n'y a plus le confinement où je peux aller le voir un peu plus. En ce moment, il est beaucoup à Paris pour sa promotion, mais moi, je suis allé 2 ou 3 fois à Auxerre chez lui. Et c'est sûr qu'à chaque fois qu'on y va, Guy sort des bonnes bouteilles. Une bonne bouteille à chaque fois. Il y a aussi la préface signée par Djibril Cissé. Alors, on sait qu'il y a un lien presque filial entre les deux. On l'a encore vu récemment. Vous étiez en promotion chez la chaîne L'Équipe où Guy était invité et aussi Djibril. Et il y a eu ce moment fort où voilà, il se raconte aussi une anecdote de l'enfance de Djibril. Tu l'as ressenti aussi, toi, quand tu recueilles les impressions à la fois de Djibril et de Guy. C'est ce lien très fort qui les unit. Ouais, Djibril Guy pour Djibril, c'est son père, quoi. Le papa de Djibril était visiblement assez absent dans sa jeunesse et voilà, il a fait figure de second père, on va dire. Et oui, dans la préface, Djibril dit moi tout ce que Guy m'a inculqué comme valeur, je m'en sers pour l'éducation de mes enfants, quoi. Et j'étais en studio, enfin juste à côté du studio au moment où il y a eu un petit moment d'émotion là sur la chaîne L'Équipe. Et même après, Djibril n'était pas bien. En coulisses, il est sorti et on sent qu'il prend vraiment beaucoup soin de Guy, qui le ramène à son hôtel. C'est même lui qui l'a ramené à son hôtel, en voiture. Où c'est Guy qui mettait la petite veste à Djibril. Exactement. Là, après c'est exactement ça. Ouais. C'était Guy resté à l'intérieur, il fait froid, je vais garer la voiture juste devant et tout. Non, il y a un vrai lien entre les deux qui sera indélébile. Enfin, Djibril, c'est incroyable. Il a 40 ans, je pense. Il a fait une carrière énorme. Il connaît plein de gens et à chaque fois qu'il voit Guy, il pleure quasiment. Enfin, c'est assez fou, quoi, la relation qu'ils ont tous les deux. Ouais, pour finir un peu, est-ce que tu peux nous donner un peu l'eau à la bouche là, à ceux qui sont intéressés avec peut-être une anecdote un peu méconnue de Guy sur le sujet de ton choix que tu peux essayer de dévoiler un peu comme ça. Alors, il y en a une que les supporters auxerrois connaissent un peu, mais le grand public ne la connaît pas. Et l'autre jour, à la chaîne L'Équipe, ils étaient assez surpris de l'entendre et personne ne la connaissait. C'est qu'en 96, l'année du doublé de la GIA, vers la mi-saison, en décembre, je crois, la GIA, ils ont 11 points de retard sur le PSG. Enfin, le titre, c'est pas du tout en ligne de mire. Et il y a un mage qui s'appelle Giroud, quelqu'un qui habite dans le sud-ouest. Il l'appelle, il dit « Moi, je suis un mage. Et je vais vous faire gagner le championnat. Est-ce que vous voulez gagner le championnat ?» Giroud dit « Bah ouais, je veux gagner le championnat, ouais, bien sûr. » Et il dit « Ok, il dit payez-moi un billet de train pour Paris, Bordeaux-Paris. » Et il dit là, Paris joue 2 matchs en une semaine et vous allez reprendre 5 points sur Paris en une semaine. Je vais aller dans les tribunes, je vais leur faire perdre 5 points. Giroud, il dit bon, ok, je tente le coup, il paye 2 billets de train. Ouais. Paris perd, il joue contre Martigues qui n'avait pas gagné un match, ils perdent. Je crois après, il joue contre Lille, pareil, qui n'était pas très bien classé. Ils font match nul. Auxerre gagne ses 2 matchs, ils reprennent 5 points. Il se dit, il y a un truc. Pourquoi pas y croire? Et donc, le match, il rappelle, il dit, ok. Il dit, par contre, moi, mon tarif, c'est ça pour vous faire gagner le championnat. Il dit, il va voir les dirigeants. Les dirigeants disent, non, on ne peut absolument pas entendre parler de ça. C'est quoi ces conneries? Et Guy dit, du coup, moi, toutes les semaines, il mettait de l'argent dans une caisse de vin vide. Il mettait de l'argent. Et ce match, finalement, il a fait gagner le championnat. Ouais. À un moment, il rappelle, il dit, vous voulez gagner la Coupe de France aussi? Guy dit, ok, mais par contre, c'est pas le même tarif, il y a moins de matchs, donc on fait pas au même tarif. Et Guy, en fait, dit que c'était une espèce de superstition pour lui, quoi. Il s'est dit, allez, je vais mettre ça en plus, ça me coûte un peu d'argent, mais bon. Et donc, il a mis de l'argent personnel. Et le match lui avait dit, par contre, si vous êtes champion de France, il dit, le lendemain matin de votre titre, je serai à 7 heures devant votre porte pour récupérer l'argent. Et donc, Auxerre est sacré à Guingamp, donc fête dans la nuit et tout. Giroud se couche à 5h30 du matin. À 7h, dans Auxerre, dans sa petite maison à Auxerre, quelqu'un qui sonne à la porte. Il dit, c'est pas vrai, c'est pas lui. Hop, il ouvre. Et là, c'était le mage. Il dit, voilà, je vous ai fait gagner le championnat et la coupe. Il dit, comme prévu, est-ce que vous avez l'argent? Donc, Guy lui tend la caisse de vin avec l'argent liquide dedans, fermée.
et il lui dit, vous voulez recompter? Et là, le mec, il pose juste ses mains sur la caisse de vin. Il dit, non, c'est bon, je sais qui a le compte. Et hop, il est parti. Et il a rappelé l'année d'après pour savoir s'il voulait regagner la Coupe d'Europe. Et Guy, il a dit, non, là, par contre, on va arrêter un peu parce que ça coûte trop d'argent. Elle est géniale, cette anecdote. C'est incroyable. Comme quoi, tout est affaire de superstition parce que c'est juste pour se raccrocher. On se dit dans l'absolu que c'est absolument impossible que quelqu'un ait une influence extérieure sur le résultat, mais c'est vrai que quand tu mets le doigt dedans et que ça marche, par exemple, c'est vrai que l'accroche est parfaite sur Paris, où Paris perd les 5 points et c'est un peu inespéré. C'est vrai que c'est assez dingue. Et on imagine bien aussi Guy mettre ses petits billets là dans la caisse de vin à l'ancienne, vraiment le foot à l'ancienne, en 96 du coup, l'année du doublé d'Auxerre. Donc voilà, magnifique anecdote qui en amène beaucoup d'autres dans le bouquin. Est-ce que tu peux montrer d'ailleurs le bouquin quand même chez Talent Édition du coup? Il est là, ouais. Voilà, Confidence Giroud que vous pouvez trouver en librairie et puis sur internet également. On imagine. Tous les sites Amazon, Fnac, Cultura. Et puis pendant qu'on y est, moi je l'ai derrière, voilà. Voilà. C'est l'instant promo. L'instant promo, la biographie de Jürgen Klopp. C'était le premier bouquin d'Alexandre et donc qui a débouché sur ce très beau livre sur le deuxième. De manière imprévue sur ce très beau sur Giroud, voilà, OCR, RC Lens, le cyclisme, la politique, un peu l'actualité, plein de confidences et d'anecdotes à retrouver dans ce très bel ouvrage. Pas de quiz donc pour finir ce podcast, mais par contre on vous fera gagner un exemplaire. Alexandre a la gentillesse de vous faire gagner un exemplaire, mais on fera un petit quiz sur Twitch. Voilà, c'est plus sympathique. On vous tiendra informé sur les réseaux sociaux. Voilà, comme ça, ce sera ouvert à tous les supporters auxerrois, lensois, tous les fans de foot qui veulent participer. On fera un petit quiz sur la JOCR quand même, hein, puisque c'est le club de Giroud. Donc, Alexandre préparera quelques petites questions puisque c'est lui le spécialiste. Il y a même un quiz à la fin du livre. Et il y a même un quiz dans le livre, donc n'hésitez pas et Alexandre vous préparera ça et le grand gagnant du quiz repartira du coup avec un exemplaire offert par Alexandre et Talent Édition. Merci beaucoup en tout cas Alexandre pour merci de m'avoir accompagné pour ce nouveau numéro et puis de nous avoir accompagné. C'est pas le dernier épisode du podcast, hein, on se retrouve encore la semaine prochaine pour faire le bilan un peu de cette saison. Donc je pense qu'Alexandre tu seras sans doute de nouveau avec nous. Mais en tout cas, je peux déjà aussi te remercier pour toute la saison des podcasts, que ce soit l'animation ou en tant qu'invité. C'était un régal. C'était un grand plaisir partagé. Merci à toutes et à tous aussi de nous suivre toujours plus nombreux chaque semaine pour nous soutenir, que ce soit par l'abonnement, par des petits messages sur Twitter, sur Facebook, un peu partout. Merci à toutes et à tous. N'oubliez pas que l'application mobile, elle est disponible gratuitement sur tous les stores et que vous pouvez retrouver toute l'actualité de la Ligue 2 sur maligue2.fr avec les barrages jeudi, dimanche. Voilà, on fait le live, les réactions, les notes, le débrief. Vous ne manquerez rien du tout de ces barrages pour bien finir la saison. Ciao. Salut.